Lorsqu'on nous donne un sujet de dissertation, voilà, on a une fille là brave, on peut l'encourager en espérant qu'elle réponde bien à notre question. On va l'aider avec le micro. On cherche d'abord à découvrir les mots-clés. Elle a la bonne réponse, on peut l'encourager, on peut l'applaudir. On commence par chercher les mots-clés, n'est-ce pas? On est d'accord? On est d'accord. Les filles, vous êtes trop timides. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Merci. On commence par la recherche des mots-clés. Et dans ce thème, nous avons au moins 4 mots-clés que nous allons découvrir ensemble. Le premier mot-clé, c'est changer. Le deuxième, c'est mentalité. Le troisième, c'est innover. Et le tout dernier, c'est développement. On est d'accord? Sinon, pour celles qui ont trouvé plus de mots-clés, demandez-les par rigueur. Ce sont les 4 mots sur lesquels nous allons vraiment nous baser pour ce panel. Alors, commençons avec Dame Mehdi. Madame Mehdi, nous vous faisons l'honneur de débuter avec notre question pour la réponse. Une question se pose. Selon vous, pour le premier mot de changer, c'est quoi le changement selon vous? Le changement est relatif. Ok. Ici, par rapport à notre thème, nous parlons plus du changement de mentalité. Et le changement de mentalité n'intervient que quand on est conscient que l'on doit évoluer, quand on est conscient que nous devons obligatoirement changer. Changer ne veut pas dire régner la personne que nous étions forcément, mais ça veut dire juste améliorer ou ajouter quelques connaissances en plus pour pouvoir arriver au dernier mot-clé qui est le développement. Donc ici, je prendrai plus comme exemple le changement. Par exemple, vous êtes élève, vous avez des projets, vous avez des visions, mais ces projets et ces visions ne viennent pas à point que si vous changez votre mentalité ou encore si vous changez avec certaines habitudes. Si vous avez l'habitude d'être sur les réseaux sociaux pour, entre guillemets, des futilités, et que vous avez un projet qui cadre, par exemple, à la création d'une entreprise technologique. Merci Madame Mehdi. On a quand même retenu un petit mot de la part de Madame Mehdi. Et nous aimerions aussi savoir de la part de Madame Babès, qu'est-ce qu'elle pense de ces deux concepts qu'on a liés. On lit maintenant, donc changer de mentalité. Pour mieux orienter la question, donc on voudrait bien savoir, selon Madame Babès, que signifie changer de mentalité. Merci. Comme l'a dit Mehdi, le changement de mentalité est très complexe. Nous devons savoir que la femme qu'on a connue au Moyen-Âge n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. La femme du Moyen-Âge, c'était une femme de ménage, une femme au foyer. Mais la femme du XXIe siècle, elle a un peu évolué. Ce que je voudrais dire quand on parle de changement de mentalité, nous ne devons pas oublier qui nous sommes en tant que femmes, même quand tu es au foyer. Parce que généralement, il y a certains hommes qui ne veulent pas que leur femme puisse travailler, qui veulent seulement que la femme puisse rester à la maison. Mais cela n'empêchera pas la femme de connaître qui elle est réellement, de connaître ce qu'elle a de bon en elle. La femme d'aujourd'hui ne doit pas seulement attendre qu'on puisse lui tendre la main. Oublions un peu cette mentalité du paternalisme. Oublions un peu ça. Je vais essayer un peu de vous raconter une petite histoire. Vous allez faire circuler le micro. Il y a un monsieur qui s'est promené avec son petit garçon. C'était le soir.
En cours de route, ils ont connu un accident. Le monsieur, en voulant protéger son fils, il a perdu la vie. Et son fils était grièvement blessé. On devait l'amener à l'hôpital en toute urgence. Arrivé à l'hôpital, Dieu merci, le médecin de garde était spécialiste en chirurgie. Et c'est cette personne-là qui devait intervenir. Et quand le médecin de garde arrive, il dit « Non, non, je ne peux pas toucher à ce petit garçon. Il s'agit de mon fils. » D'après vous, ce médecin de garde est qui par rapport à ce petit garçon? Est-ce qu'on peut me répondre avant que je puisse continuer? Ouh là là, est-ce que le micro peut circuler dans la salle? Une très bonne question. Alors, madame, vous vous présentez et vous nous donnez la réponse. Comment on vous appelle? Je m'appelle Vangou de la 3e des humanités scientifiques B. Ok. Tu peux répondre à notre question? D'après moi, le médecin de garde, c'est sa mère. Notre réponse? Merci, Vangou. Notre réponse? D'après moi, le médecin de garde, c'est son oncle. Merci beaucoup, Nestorine. Quelqu'un d'autre pour répondre à la question de Madame Babette? Ah ben ça, je commence à me dire qu'il fallait que l'on prévoie des cadeaux aussi pour les élèves, hein, ça. Mais encore des surprises. Une autre réponse dans la salle? Si les filles ne répondent pas, les garçons ont le droit de répondre dans cette conférence. Ok, je peux continuer. Merci. Je voudrais que les deux personnes qui ont répondu puissent se mettre debout, s'il vous plaît. Vous pouvez passer le micro à celle-là, à l'autre. Pourquoi du coup vous avez pensé à son oncle? Par rapport à la situation de l'histoire. Ok. Et l'autre? Parce que le médecin dit que c'était son fils. Très bien, merci. Du coup, celle-là, elle a directement pensé que ça devait être un homme. Elle a sous-estimé la femme. Merci, parce que quand tu t'es réveillée, tu t'es dit que la femme aussi peut accomplir de grandes choses. On peut J'ai conclu applaudir. là. Alors là, Vangou, c'est de quelle section? Scientifique. Ok, merci beaucoup, Vangou. Nous venons d'avoir déjà une bonne intention sur notre question de changer de mentalité. Nous nous tournons à présent vers le coach. Coach, selon vous, changer de mentalité. Ouais, j'étais en train de prendre quelques notes quand les deux panélistes brillants étaient en train d'intervenir. Alors, je ne veux pas aller dans le même sens qu'elle, mais je vais faire avancer, donc c'est-à-dire m'appuyant sur ce qu'elles ont dit pour avancer. Ce qu'on doit savoir sur la question du changement, c'est que le changement fait appel dans notre subconscient à la transformation. Le changement fait appel à l'amélioration. Éthique. Le changement peut toucher la dimension sociale, le changement peut toucher la dimension technique, technologique, le changement peut aborder la dimension scientifique.
Mais je voudrais ici rappeler une phrase que vous avez sûrement déjà entendue. Elle n'est pas de moi, c'est une phrase de Mahatma Gandhi. Et on l'utilise beaucoup parce que nous sommes dans le contexte de changer de mentalité. Je crois que cette phrase vaut son pesant d'or. On dit souvent, sois le changement que tu veux voir. Souvent cette phrase, quand on la dit, et je fais mention de cela dans mon livre sur les leaderships transformationnels, souvent on a tendance à croire que nous-mêmes, on n'est pas concernés. Quand tu dis aux gens, sois le changement que tu veux être, donc tu te mets toi en dehors de ça. Et c'est comme ça que si vous avez déjà remarqué, il y a une petite anecdote en caricature qui circule souvent dans les médias sociaux avec deux rangées. On demande qui veut le changement, tout le monde a levé la main. Et la deuxième rangée, on demande qui veut changer, il n'y avait qu'une seule personne. Tout le monde qui voulait le changement était allé ailleurs. Ici, ça renvoie à l'idée que tu ne peux pas aborder la question du changement si toi-même, tu ne fais pas de toi un acteur de changement. Voilà pourquoi il y a des concepts consacrés comme le concept de change maker. Un change maker, c'est carrément un porteur du changement. Ça veut dire que tu ne veux pas qu'il y ait le changement, mais tu veux que le changement passe par toi. Et ça, c'est très important. On ne peut pas aller loin dans le cadre de ce panel si on ne se considère pas, en commençant par moi-même, que nous devons d'abord commencer à être le porteur du changement avant de le voir. Parce que si nous voulons voir le changement en nous excluant, ça veut dire que le changement se fera forcément pas de la manière que nous l'abordons. Ça veut dire que nous serons irresponsables par rapport à ce devoir qui est de changer de mentalité. Alors, quand on parle de la question de changement de mentalité, généralement, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les mentalités qu'il faut changer? Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne cerne pas, qu'on ne maîtrise pas. Il faudrait d'abord commencer par savoir quelles sont les mentalités qu'il faut changer avant de les changer. Et les mentalités, si nous regardons dans la définition littéraire de mentalité, on verra que c'est quelque chose d'abstrait. Parce que les mentalités, c'est un ensemble d'attitudes, un ensemble de mœurs qui est caractérisé à une collectivité. Et généralement, quand on parle de mentalité, on ne voit pas une personne isolée. On voit un ensemble de personnes. Les mentalités sont toujours applicables à une collectivité. On peut dire les mentalités des élèves de Saint-Raphaël. On peut dire les mentalités des jeunes de Matété. On peut dire les mentalités de Kalamou. Généralement, mentalité n'est pas appliquée de façon singulière à une personne. Mais une personne peut être ambassadrice de la mentalité de sa collectivité. Comme je disais tout à l'heure, en appréciant la qualité de Joyce à une activité où il y avait plusieurs filles, elle a représenté son école, donc elle a montré par sa réponse, par la brillance qu'elle a fait montre qu'elle vient d'une bonne école, elle vient d'une école qui forme très bien les gens. Et donc, ayons à l'esprit qu'à titre individuel, on est des ambassadeurs et des ambassadrices d'une mentalité de notre collectivité. La collectivité, ça peut être notre famille, et on peut, à partir de vous, se faire une idée sur de quelle famille vous venez. Donc, un enfant peut faire insulter ses parents à cause de comportements qu'il manifeste dans la communauté. Et donc, quand on aborde la question du changement de mentalité, ça veut dire qu'il faudrait qu'on commence par répertorier les types de mentalités qu'il faudrait changer avant d'aller loin. Et par rapport à ça, on se dira, par exemple, il y a la paresse, par exemple, il y a le défaitisme, par exemple, il y a la corruption, il y a la médiocrité, et c'est sur base de ça qu'on mettra maintenant une sorte de tableau de bord qui nous permet à savoir comment on peut agir sur telle mentalité avant de la changer. Mais avant que je ne remette le micro pour ne pas paraître monopolisant de la parole, je voudrais ici dire qu'on ne change pas que des choses que les autres ont fait. On peut changer les choses qu'on a soi-même fait. Et le changement, c'est une remise en question. On peut bien faire les choses aujourd'hui, mais ça devient démodé demain. Celui qui faisait bien la dactylographie, aujourd'hui il est dépassé parce qu'il y a l'ordinateur. Et donc,
on peut améliorer les choses qu'on a soi-même fait hier, qui étaient des choses de très bonne qualité, juste parce que le dynamisme de la vie a fait que nous puissions effectivement nous adapter par rapport à cela. Wow, merci beaucoup, coach. Je m'attendais à des applaudissements. Mais bon, c'est tout à fait normal, coach, parce que vous êtes en face des Raphaéloises qui ne gomment pas tout directement. Ils analysent encore. Ils recherchent des petites fautes, si je peux dire, des petites gaffes. Mais n'empêche, nous restons toujours dans ce que Madame Mehdi, Madame Babette et le coach ont dit ici par rapport au changement de mentalité. J'aimerais relever juste quelques points que Madame, d'abord que le coach vient de relever par rapport à ces mentalités que nous devons changer. C'est un sujet assez vaste, le changement de mentalité. Quelle mentalité nous devons changer? C'est quand l'on sait ce que nous devons changer qu'on peut s'appliquer ou se mettre au travail. Et j'ai encore aimé quelque chose lorsqu'il a dit que ça commence par soi-même. On a peut-être fait des choses, on a peut-être dit des choses, mais ça demande aussi de revoir, de les changer. Avant d'aborder un point sur ces mentalités que nous voulons changer, j'aimerais qu'un élève dans la salle réponde à une seule question. Est-ce qu'on peut se lancer? Bon, de toutes les façons, si les filles ne répondent pas, les garçons, vous avez droit à la parole. Les filles réclament l'égalité de droit, mais si elles ne savent pas le prouver par le travail et la compétence, on fait quoi? Alors, la question se pose. Quel était le message que la première intervenante, donc la deuxième, Madame Babette, a essayé de glisser par la définition de ce mot, l'explication de changer de mentalité? Pour ceux qui suivent attentivement. Parce que nous ne pouvons pas avancer, recevoir des choses sans les noter ou les analyser, parce que cette journée est très importante pour nous. On a dû mettre fin au cours parce que nous pensons que ce que nous allons recevoir ici était aussi important. Quel était le message que Madame Babette voulait nous faire comprendre? En quelques mots juste, pas une longue phrase ou... non, juste en quelques mots, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Comment tu t'appelles, Madame? Massiki. Merci, Massiki. On t'écoute. Elle a dit que la femme était peur d'en être faible. Merci beaucoup, Massiki. Y a-t-il une autre réponse? Elle a dit que la femme n'était pas un être à sous-estimer. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Elle a fait comprendre que la femme n'était pas un être à sous-estimer. Parce qu'elle a de la valeur et elle a de l'importance. Ici, avec nos conférenciers, nous parlons sur le changement de mentalité jusque-là. Et on se redirige vers la femme pour ne pas sortir, voilà, de la vision de notre conférence. La femme n'était pas un être à sous-estimer. Pourquoi elle n'est pas un être à sous-estimer? Si on a bien suivi ce message, pourquoi la femme n'était pas un être à sous-estimer? On a besoin des réponses, les filles. Ok. Je m'appelle Kibanda Mayabou et Madame Babette nous fait comprendre que la femme n'est pas un être à sous-estimer parce qu'elle a la potentialité et elle peut accomplir des grandes choses. Merci beaucoup. Elle a bien compris, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Elle a donné une très bonne réponse. Merci, cher public. Parce que la femme avait des potentiels. Donc aujourd'hui, la femme est médecin. Aujourd'hui, la femme est présidente d'une organisation. Aujourd'hui, la femme a plusieurs fonctions qu'elle remplit. Tout parler du changement de mentalité. Pourquoi? Parce que nous remarquons, bien qu'aujourd'hui, les femmes se lancent dans certains domaines, d'où la médecine et autres, il y a quand même un petit relâchement parce qu'on ne voit pas trop les femmes briller comme les hommes dans certains domaines. Pourquoi est-ce que ça se fait ainsi? C'est à cause de la mentalité
le point que nos coachs ou nos conférenciers viennent de relever ici en ce moment. D'où, comme ça doit s'appliquer d'abord en soi-même, la femme doit se découvrir pour comprendre quels sont ses potentiels. Lorsqu'elle connaît ses potentiels, elle ne pourra pas se sous-estimer. Et quand elle ne se sous-estime pas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se former. Pour ne pas trop dire beaucoup de choses et revenir à Madame Mehdi, nous venons de comprendre déjà c'est quoi le changement de mentalité en bref. Mais nous retenons que c'est un processus. Un processus. Donc, chères jeunes filles, chères femmes, en ces lieux, nous devons comprendre que ce temps est tellement important pour nous. Parce qu'à la fin, nous devons ressortir avec quelque chose. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup pour cette première partie avec la découverte de nos mots-clés. Nous pouvons passer au second mot qui est innover. Alors, on va commencer cette fois-ci encore par Madame Mehdi. Je vous dis pas que je privilégie Madame Mehdi, mais vous savez, Madame Mehdi est la plus jeune de nos invités. C'est pour nous motiver aussi en tant qu'élèves à faire des grandes choses comme Madame Mehdi. Donc nous pouvons être à la tête, nous pouvons faire des grandes choses comme Madame Mehdi en tant que jeune. Alors Madame Mehdi, innover. Innover. Comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon entreprise s'appelle Innov. Donc nous sommes dans les innovations technologiques. Et avant de parler d'innovation, elle a fait un point sur le fait que je sois la plus jeune. J'aimerais quand même donner la parole. Moi aussi, j'aimerais faire cet exercice parce que tout le monde a donné la parole. Je me suis dit, que quelqu'un puisse essayer de deviner mon âge. Pas une personne qui m'a vue à la télé, s'il vous plaît, qui connaît déjà mon âge. Mais quelqu'un puisse deviner mon âge. Est-ce qu'on peut faire passer les micros, s'il vous plaît? Je suis sûre que les filles connaissent votre âge, Madame. Il y a un homme là, il y a un homme. Pendant nos hommes. Moi, je dirais 26 ans. Merci, William. William donne à Madame Mehdi 26 ans. Madame Mehdi. Une autre personne, s'il vous plaît. Ce n'est toujours pas juste. Les garçons. David. Je dirais 19. Madame Mehdi 19. Non, pas du tout, pas du tout. On va continuer. On va chez les filles. Moi, je dirais 24. 20, toujours pas. Une dernière personne, s'il vous plaît. Une dernière. Moi, je dirais 28. Merci. C'était la dernière personne, Madame Mehdi. On peut quand même rajouter une toute dernière personne. D'accord, on va ajouter une dernière. Espérons qu'elle va donner mon âge. Moi, je dirais 23 ans. Madame Mehdi. Oh, En âge, là on âge. Madame Mehdi, vous pouvez nous aider par rapport aux réponses qu'ils ont données. Elles sont un peu loin si on va vers en ordre croissant ou elles sont un peu loin si on va par ordre décroissant. 80% de personnes qui ont donné mon âge m'ont donné plus que votre âge. que mon âge. Donc, le faible pourcentage des personnes qui ont répondu sont à peu près. Oui, exactement. Ok. Une dernière personne après je réponds. De ce côté-là, Dassa. Oui. Alors moi je crois que vous avez 24 ans. C'est déjà dit. 23 ans. C'est déjà dit. Moi je dirais 22 ans. Merci beaucoup. Oh là là, est-ce qu'on peut applaudir pour Dej? Madame Mehdi A. Madame Mehdi A. Quand même.
Moi, je ne suis pas le genre de personne qui ont honte de parler de leur âge. Mon âge a circulé partout sur Internet, sur France 24. Exactement. J'ai donc 22 ans. Et à 22 ans, je suis ingénieure en génie électrique. Et j'ai une entreprise qui s'appelle Innov. Donc ici, quand nous parlons d'innovation, en particulier avec ce que je fais, moi je suis plus dans les innovations technologiques, mais quand on parle d'innovation, on ne parle pas forcément d'innovation technologique. L'innovation, elle est à 360 degrés. Elle peut être dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans tout ce que vous voulez. Donc quand on parle d'innovation, on voit principalement la manière dont on change, je peux même dire le mentalité, parce que c'est une forme d'innovation, mais également la manière dont nous sommes en train d'évoluer par rapport à notre projet, comment nous pouvons ajouter une plus-value dans ce que nous faisons ou dans ce que nous avons. Et donc, par innovation et aussi par rapport à mon âge, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné plus que ça. Et on a parlé de changement de mentalité. La plupart des personnes m'ont donné plus que mon âge parce qu'ils ont eu cette perception que, étant jeune, on ne peut forcément pas faire beaucoup de choses. Je peux vous citer quelques prix que j'ai. J'ai obtenu le prix Strong Ladies par Strong Ladies. J'ai obtenu le prix Citypreneur par le PNUD de la Koika, le Waifuna, les prix Start-Upper de l'année par Total Energy, le prix Intello Moseka par Wallonie Bruxelles, le prix STEM DRC par STEM DRC, et j'ai comme ça plusieurs mérites et autres prix. Vous allez me dire que c'est trop pour mon âge. Vous allez me dire qu'elle est jeune. C'est tout à fait normal. Il faudrait que vous puissiez normaliser cela. J'ai même aimé qu'on puisse me donner 19 ans parce que j'ai commencé à 19 ans. À 19 ans, j'ai obtenu une bourse, la bourse d'excellence STEM par STEM DRC. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais parler de changement et d'innovation par rapport à cet exemple que je veux prendre. Lors de l'obtention de ces bourses, nous avons, avec les autres lauréats, eu une enveloppe chacun de 600 $ à l'époque. J'avais 19 ans. C'est la première fois pour moi que je prends une très grosse somme comme ça. J'étais heureuse et tout. Et le changement de mentalité intervient à ce niveau. Premièrement, je me suis dit, oh, je pouvais m'acheter des habits, je pouvais m'acheter beaucoup de choses. Avec 600 $, je peux faire beaucoup de choses. Mais écoutez ceci. J'ai choisi de m'acheter un ordinateur très performant. Et le reste de la somme, j'ai payé les syllabus à l'université. Et si je vous dis que c'est grâce à cet ordinateur que j'ai obtenu les différents prix que je vous ai cités, vous voyez maintenant où intervient le changement de mentalité, où aussi nous pouvons innover. Donc l'innovation n'intervient pas forcément quand on parle de technologie. Non, nous parlons ici de cybersécurité, nous parlons d'intelligence artificielle. On va nous parler des termes assez trop scientifiques et trop technologiques. Mais l'innovation aussi intervient, comme on a dit pour le changement, de la personne que nous sommes. L'innovation ne peut être innovation que si nous avons pris conscience que nous devons innover. Deuxième exemple que je vais prendre pour l'innovation par rapport à mon domaine d'activité. Qui a déjà entendu parler des faux médicaments? Si on peut lever les mains. Vous êtes timide. Vous êtes très très timide. Les faux médicaments. Qui connaît c'est quoi un faux médicament? C'est quoi un médicament contrefait? Voilà, donc la plupart de personnes ici ne savent pas c'est quoi un faux médicament et c'est malheureusement triste. Pourquoi? Parce que moi je lutte contre la falsification ou encore la contrefaçon de produits pharmaceutiques. Il y a de médicaments faux qui circulent dans nos pharmacies,
dans la rue et un petit peu partout, et même des médicaments qu'on achète sur Internet. Et ces médicaments causent des maladies de reins ou encore aggravent votre état de santé et pire encore, la mort. En Afrique, le taux de mortalité est estimé à près de 100 000 par an. Et dans le monde, on est à plus d'1 million. Chaque année, chaque jour, des personnes meurent à cause des faux médicaments. Maintenant, écoutez. Avec Innov, nous avons mis en place une solution technologique qui permet de vérifier l'authenticité de notre produit pharmaceutique. Je veux maintenant vous expliquer d'où provient l'innovation. Premièrement, quand nous avons mis en place cette solution que nous avons appelée Kissi App, Kissi envoi médicaments, app, application ou appareil, on avait premièrement créé une application qui permettait de scanner le code barre ou QR code qui sont sur l'emballage d'un produit pharmaceutique. Vous pouvez voir par exemple sur la bouteille. Et nous arrivons à scanner le code barre et à voir toutes les informations du médicament. Mais vous serez d'accord avec moi si je vous dis que nous avons vérifié l'extérieur, mais nous n'avons pas vérifié l'intérieur. Et donc maintenant, comment on fait pour arriver à vérifier l'authenticité d'un produit pharmaceutique de manière intérieure? C'est là maintenant qu'intervient la méthode moléculaire qu'on appelle la spectrométrie à fluorescence X. Je ne veux pas vous embrouiller avec ça. C'est juste une méthode d'analyse moléculaire qui permet de voir les substances qui sont contenues à l'intérieur d'un échantillon. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à présent? Et maintenant, les personnes qui vérifient l'authenticité des produits pharmaceutiques ont des appareils qu'on appelle des spectromètres à ultraviolet. Ici, nous en avons à l'OCC, nous en avons à l'Unikin, où moi-même j'ai également fait des échantillons. C'est-à-dire que ce sont de grosses machines où les gens doivent faire des solutions, vous voyez, comme des laborantins. Vraiment un processus très complexe. Et maintenant, l'innovation intervient à ce niveau. Grâce à la technologie, grâce aux connaissances, nous avons pu créer une solution qui permet de vérifier si votre médicament est vrai sans passer par des solutions chimiques. N'est-ce pas merveilleux, s'il vous plaît? On peut applaudir quand même un moment. La section scientifique se retrouve beaucoup, hein, Madame Mehdi. Parce que certains termes, pour nous, ça passe comme ça. On est habitué avec les chiffres. Nous, les commercialistes, que je salue dans la salle, on va supporter un peu. Certains termes nous échappent, mais on fait avec. Vous pouvez poursuivre, Madame Mehdi. Oui, pour celles ou ceux qui auront des questions, peuvent me voir un peu plus tard pour essayer de les expliquer plus clairement. Alors, comme je disais, nous avons créé un système, tout un système qui permet de vérifier l'authenticité d'un produit pharmaceutique sans passer par des solutions chimiques. Ça n'existe pas en RDC, ça n'existe pas à Kinshasa. Cette solution est 100% congolaise et a été mise en place par les ingénieurs d'Innov. L'innovation intervient où? Nous étions dans la méthode où nous avons des laborantins, etc., qui faisaient des solutions chimiques, mais grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle, à la technologie, à la science, nous avons mis en place un boîtier qui permet de capter ou détecter les molécules qui sont à l'intérieur du produit pharmaceutique. Ça semble encore un petit peu ambigu, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est simplement une application qui est connectée à un appareil qui vous permet de vérifier votre médicament. C'est-à-dire, dès lors que vous avez placé votre produit pharmaceutique à l'intérieur de votre dispositif, une lumière sera renvoyée vers le médicament et cette lumière va analyser les molécules
qui doivent obligatoirement être respectés dans ces médicaments-là, par exemple un paracétamol. Et nous avons une base de données qui regroupe les vraies valeurs de produits pharmaceutiques. Et ce qu'on fait, c'est simplement une comparaison entre le vrai valeur de produits pharmaceutiques se trouvant dans la base de données et les valeurs qu'on a trouvées dans notre médicament que l'on veut tester. Voilà maintenant pour ma part par rapport à l'innovation. Merci beaucoup. Merci Madame Mehdi, on peut applaudir. Ça c'est ingénieux. Je dirais ça c'est de l'intelligence. On voit là que la femme ne devrait pas se sous-estimer parce qu'une telle intelligence, je me demande s'il y a un homme à 22 ans qui l'a fait dans ce pays. Alors les femmes, vous êtes quand même assez encouragées pour vous lancer. Donc, madame, on peut applaudir encore Madame Mehdi. Madame Mehdi lance ce défi aux jeunes femmes qui sont dans cette salle. On peut avoir entre 16, 18, 19 ans. Donc, avant 22 ans, si vraiment nous voulons changer nos mentalités, nous pouvons arriver à faire une innovation purement congolaise qui va aider l'humanité entière. Merci beaucoup, Madame Mehdi. Alors, par rapport toujours à l'innovation, cette fois-ci, nous prenons le coach, après nous revenons vers Madame Babette. Coach, dites-nous un peu, innover. Merci, encore une fois. Innover, c'est un concept que j'aime beaucoup. Parce que le principe même de la création du monde est basé sur l'innovation. Dieu crée le monde, il crée le ciel et la terre. Dieu a créé. Ça veut dire que tout était parfait. Mais il dit à l'homme et à la femme de transformer. Ça veut dire d'innover. Mais il n'innove pas théoriquement. Donc il leur donne le principe de l'innovation. Donc même l'existence est basée sur le principe de l'innovation. Donc tant que l'on vit, on ne peut pas rester dans le même chose. L'innovation appelle à la créativité et créativité a le même racine que création. Et donc le Dieu créateur a disposé que chaque être humain puisse avoir cette fonctionnalité, pour prendre les termes de ceux qui sont dans les STEM, cette fonctionnalité de créer et par conséquent d'innover. Vous verrez que innover est basé sur le principe du premier concept, le concept du changement. On ne peut pas parler d'innovation s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas la façon de faire autrement. L'innovation, c'est une nouvelle façon peut-être de faire des choses anciennes. Parce que l'innovation n'est pas seulement une création de choses nouvelles. On dit souvent, on ne réinvente pas la roue. La roue a été déjà créée. Mais rassurez-vous, on peut donner un autre design à une roue. La roue existe, il n'y aura jamais de roue carrée. La roue est toujours en format cercle. Mais on peut donner un autre design. La preuve, avec les véhicules qui sortent, on n'a pas toujours le même type de roue que le roue qu'il y avait avec les Peugeot 504 en 1900. Donc maintenant, on a deux roues qui ont d'autres types d'onduleurs, d'autres types de dessins. Ça veut dire que la roue a été déjà inventée, mais on peut apporter un plus. C'est ça le principe d'innovation. Le principe d'innovation est basé sur le fait que on doit quitter dans les habitudes. Et les habitudes, on aime un peu beaucoup trop ça. Le changement à la peau dure. Regardez quand vous prenez le transport. Vous partez sur le boulevard, les gens ont toujours tendance à dire tu connais la Sabena, mais Sabena n'existe plus. C'est un peu comme quand les gens vont à Tchangou. Bitabe, Bitabe. On se demande même où sont les Bitabe. Mais parce qu'en fait, il y a eu une activité là qui est restée ancrée. Les gens ne veulent pas le changement juste parce qu'ils ont la mauvaise foi. Mais des fois, c'est juste par habitude. On est tellement habitué à dire Sabena ou Vitnet alors qu'il n'y a plus Vitnet là-bas. Tu connais la Vitnet, mais il n'y a plus de Vitnet. Mais c'est resté comme ça. Et si tu dis au chauffeur SN Bruxelles, il va même te regarder. Parce qu'en fait, le code, c'est Sabena. Donc, le changement à la peau dure. Mais parce que le changement à la peau dure, c'est là qu'intervient une des citations que j'ai lues. L'innovation, c'est faire des omelettes. Or, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ceux qui innovent prennent 2 fois le risque
d'être seul. Mais c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Parce que l'innovation ne se fait pas souvent dans la collectivité. Si, quand on parle de mentalité, on fait référence à une collectivité, mais l'innovation demande de l'audace. Une seule personne dans cette collectivité peut oser faire quelque chose qui va à l'encontre des habitudes, mais qui est salvatrice à la communauté tout entière. Et finalement, les gens commencent à faire cette nouvelle chose. Et c'est ça le principe de l'innovation. Innover, c'est nager à contre-courant pour porter un nouveau courant. Innover, c'est apporter des solutions avec une nouvelle façon de faire. Parce que l'innovation peut toucher le procédé, l'innovation peut toucher le produit. Vous apportez un nouveau produit, vous apportez une nouvelle solution. Mais l'innovation peut être aussi dans le procédé. Ce que nous faisons, c'est toujours une conférence. Mais on l'a fait différemment d'autres conférences. On se dit, on peut avoir le panéliste. On se dit, les panélistes ne vont pas venir avec des présentations escathédrales. On va le booster avec de petites questions et c'est comme ça qu'on va aller. L'innovation, c'est des fois aussi dans le procédé. Ce n'est pas toujours, l'innovation n'est pas toujours créer quelque chose de nouveau. L'innovation, c'est une nouvelle façon améliorée. Et c'est comme ça que vous voyez, par exemple, même avec les téléphones, on avait iPhone 4, on avait iPhone 5, iPhone 6. Aujourd'hui, on est à iPhone 14 Pro Max. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qu'on a ajouté à cette ancienne utilisation. Et donc, l'innovation est dans ce détail. L'innovation, c'est aussi sur le plan social, en termes de loi pour les députés. Par exemple, dans les temps, la femme ne votait pas, même en Europe, même en France. Elle était un peu considérée comme les mineurs. C'est vers les années 48 que pour la première fois, les femmes ont commencé à voter en France. Et ce n'est qu'en 63 que la toute première femme députée a été élue en France. Ça veut dire que c'est l'innovation. Ça n'existait pas, mais on peut aborder une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de contribuer à la construction de la société, une nouvelle façon de permettre aux élèves, aux étudiants d'apprendre et d'apprendre dans de bonnes conditions. C'est ça l'innovation. Réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour notre école. Saint-Raphaël a été réputé, mais le monde aujourd'hui est adapté. Par exemple, il y a Internet. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour que les élèves de Saint-Raphaël puissent être à jour? Donc, l'innovation, c'est un domaine assez vaste qui touche tous les aspects de la vie, mais qui vaut la peine parce que le monde est dynamique et comme je l'ai dit en entame, l'innovation est basée même sur le principe de la création du monde institué par Dieu lui-même. Waouh, coach, merci. C'était un moment fort. Oh là là. L'innovation, nager à contre-courant. On fait comment pour nager à contre-courant? C'est un risque, un grand risque. Quand vous voulez innover, tout le monde vous regarde. Tu veux encore faire quoi? Et les Congolais disent Alini Alakissa, Ilini. C'est cette phrase-là qui nous bloque un peu. Quand on veut innover, il y a des personnes qui vont venir pour nous dire tu veux faire quoi? C'est déjà bien comme ça. On a l'habitude de faire comme ça, c'est la tradition. Mais le coach dit que l'innovation, c'est casser les œufs. Casser les œufs. Donc, quand on casse, donc on prend le risque de se dire, voilà, il y a quelque chose dedans de bien qui peut ressortir. Parce que cette image, quand je la donne, il faut voir comment on apprécie avoir un œuf dans la main. C'est beau, on se dit, mais il vaut mieux garder l'œuf comme ça. Et même en lingala, on dit, quand on veut montrer que c'est un enfant que les parents aiment, on dit likinanga. Ça veut dire qu'il y a de la peine même en cassant l'œuf, alors qu'on a aussi besoin de manger les omelettes. Donc l'œuf est déjà précieux, mais on ne veut pas, mais on a envie d'avoir des omelettes. Mais tu ne veux pas non plus casser cet œuf parce que tu aimes tellement. L'œuf est beau, c'est agréable. Likinanga, c'est exactement ça. C'est pour montrer à quelle dimension il faudrait beaucoup de sacrifices, beaucoup de courage, beaucoup d'os pour parvenir à innover. C'est casser l'œuf pour faire l'omelette. Ouais, on applaudit encore. Hein? Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, coach. Madame Babette,
avant que nous puissions passer aux questions, parce que les élèves ont beaucoup de questions. Et il y a monsieur Iwasa. Iwasa, pourquoi tu peux entrer Iwasa? Commercial, 6e, 4e humanité. Comment on le surnomme? Comment on surnomme monsieur Iwasa? Monsieur Question. Il a 1000 questions. Même quand il y a 1000 réponses, il y a encore une 1001e question. Ce qui veut dire qu'on va quand même prendre le temps de prendre des questions pour les élèves. On finit avec Madame Babette. Tout a été dit, mais il y a toujours quelque chose à ajouter. Quand on parle d'innovation, on voit l'amélioration et les changements. Je vais juste vous donner un exemple. Il s'agit de mon expérience. Quand on m'a engagée, j'étais toute petite là. Là, aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai déjà 12 ans. Non, mais... On m'a posé la question, Madame Babette, je ne voulais pas vous couper. La troisième intervenante, Madame Babette, a pour avoir quel âge? J'ai dit, bon, 40, 50, hein. Parce qu'elle est quand même cadre à la DGDA, donc 40, 50. Mais là, 34, on est choqué. Excusez-moi. J'ai 34 ans et 12 ans de carrière dans une administration publique. Ce n'était pas facile. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé les vieux papas. Vous savez comment ça se passe dans des administrations publiques. Hein? Ils étaient là, 20 ans de carrière, et du coup, on te voit venir. C'est pas facile. J'arrive dans une direction où les gens sont habitués à des pratiques archaïques. Pour retracer des dossiers, vous devez aller dans des classeurs. On peut d'ailleurs vous demander, on peut de fois vous demander de remonter jusqu'à 5 ans. C'est pas facile. Quand je suis arrivée, j'ai pris mon temps d'observer comment ça se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tiens, pourquoi ne pas créer une base de données où quand on vous demande, quand le directeur général vous demande de retracer un dossier, qu'on le retrace facilement et puis pour le gain du temps. J'ai créé une base de données, c'était pas facile pour les gens à y adhérer. Hein. Ils ont dit, ben toi tu viens à peine d'arriver, comment tu peux nous faire ça et tout. J'ai dit non, je vais quand même essayer, ce n'était pas facile. Vous devez savoir, quand vous innovez, c'est pas tout le monde qui va adhérer à ça. C'est pas tout le monde qui va accepter ça. Donc vous ne pouvez pas venir changer les systèmes. Moi, j'ai un principe. Je crée mon monde et j'influence. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir? Elle crée son monde et elle influence. Oh là là! La même chose dans la politique. On ne peut pas venir changer un système qui date. Non, toi, tu viens, tu crées ton monde, tu crées ton système. Quand on verra le résultat, sans que tu puisses faire beaucoup d'efforts, les gens vont adhérer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé et ils ont vu que c'était rapide et c'était très facile, surtout pour des paresseurs qui ne voulaient pas travailler. Et du coup, tout le monde est venu. Comment tu fais? Comment ça se passe? Et tout. J'ai dit, ah tiens, j'ai réussi. C'est ça l'innovation. Je n'ai pas changé, je n'ai rien changé, j'ai juste amélioré. Avant, c'était pour qu'on t'engage à la douane, tu devais passer par l'école nationale de finances. Bah, tu devais vraiment être un technicien. Quand tu passes par l'école nationale de finances, tu es un technicien en douane. Donc, tu connais la procédure douanière et tout. Et moi, on m'a engagée, comme j'avais fait les communications sociales à l'université catholique, faculté catholique à l'époque, on m'a engagée, j'étais à la sous-direction de relations publiques. J'ai dit non, moi je ne peux pas rester là, je dois voir plus loin. J'ai essayé à m'inscrire à l'école nationale de douane des Tourcoing en France. Pour Lingala, oui, pour ça la ligne, il m'a déjà sous-estimé. Hein? Ah bon, ici c'est pour le contrôleur de douane, c'est pour les inspecteurs de douane. J'ai dit, je vais tenter ma chance plutôt.
On a commencé les tests, on a commencé de 7h jusqu'à 17h. C'est fini, on devait attendre les résultats parce que les tests devaient être expédiés en France et attendre les résultats. Et c'était le professeur français de l'École nationale des douanes qui devait corriger. On a fait les tests au mois de novembre et c'est au mois d'avril qu'on a reçu les résultats. J'aime bien la lettre que la France avait écrite à notre directeur général. Au fait, ça m'avait vraiment beaucoup plu. De tous les candidats que votre administration a présentés, la France a retenu la candidature d'une seule personne. Les autres ont été ajournés. Vous savez ce que cela veut dire, ajourner. La France a retenu la candidature de Madame Babette Chibola-Kapé. Les filles, on applaudit. On applaudit. Moi, je n'avais pas eu l'information. C'est tout le monde qui avait déjà cette information-là. Et le lendemain matin, je me pointe au bureau. C'est tout le monde qui me regardait bizarrement. J'ai dit, tiens, je me suis habillée comment et tout. Et du coup, le DRH m'appelle dans son bureau qui me dit, félicitations. J'ai dit, waouh, on m'a sous-estimé. Je n'avais aucune notion de douane. J'ai donné ce que j'avais. On ne vous demande pas de changer votre secteur d'activité ou votre domaine. Mais dans ce que vous avez, apportez un plus, améliorez. Donnez ce que vous avez jusqu'à la dernière énergie. C'est ce que moi j'avais donné. Je suis allée étudier, j'ai fait 1 année et demie et je suis revenue avec mon diplôme comme étant lauréate. Je n'ai pas fait l'École nationale des finances, mais j'ai fait l'École nationale de douane de Tourcoing en France. Et aujourd'hui, je n'évolue plus en relations publiques. J'étais au Nord Kivu à Goma. J'ai travaillé comme chef de service et après on m'envoie vers Beni, là où il y a des ADF. J'ai travaillé et maintenant là je suis rentrée, je continue à travailler. Je n'ai pas quitté mon secteur. Je suis restée dans mon secteur d'activité et j'ai évolué dans ça et j'ai apporté plus. Et les gens ont adhéré jusqu'aujourd'hui. À Kassindi, là où j'étais, là où je viens, j'ai apporté des innovations et on m'appelle jusqu'aujourd'hui pour me dire que non, ce que tu as laissé, on continue à l'appliquer. Ce n'était pas facile parce que là où il y a l'insécurité, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai osé. C'est ça ce qu'on appelle l'innovation. Influencer, en fait, créer ton monde et influence. C'est ça, wow. Merci Madame Babette. Crée ton monde et... Ça reste notre... on va appeler ça quoi? Notre slogan. Crée ton monde et... Crée ton monde et... Merci beaucoup Madame Babette. On peut encore encourager nos panélistes. Franchement, je suis très flatté parce que je peux me permettre en ce moment et très solennellement de dire qu'ici au Collège Saint-Raphaël, s'il y a un professeur qui a découvert la Joyce, c'est bel et bien moi. Elle est là, elle peut le dire. Dès la première semaine, en ce moment-là, je donnais pour la première, qu'on appelle aujourd'hui la 7e. Dès la première semaine, j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose dans cette fille. Je l'ai interpellé, j'ai même appelé son père. J'ai causé avec lui et je lui ai dit, il y a quelque chose dans ton enfant. Je vais le suivre. Elle est là, elle peut témoigner. J'ai toujours été très attentif envers elle. Bon, je n'ai pas pris la parole pour ça. Je commence donc par remercier l'interactivité qu'il y a entre vous et l'Assemblée. Si j'ai pris la parole, c'est pour dire une chose très importante à mes yeux. Je félicite notre jeune sœur, la chercheuse là, pour sa trouvaille, les détecteurs de faux médicaments. Je voulais savoir d'abord si elle a déposé le brevet.
Parce que si elle n'a pas déposé le brevet, croyez-moi, les multinationales qui sont derrière vont descendre et vont voler cette découverte-là et elles reviendront ici, nous revendre ce petit appareil-là à grand prix et elles ne gagneront rien. Donc il est indispensable que lorsque vous faites de l'innovation, de vous protéger vous-même en déposant les brevets. C'est très important. Faites attention aussi. Quand vous allez dans les médias internationaux, c'est très bien. Ça vous permet de vous faire connaître. Mais attention. Les autres là, ils ont l'oreille et les yeux qui vous regardent, qui attendent que vous puissiez faire le travail qu'eux n'ont pas réussi à faire. Quand vous faites ça, ils reviennent sous une autre forme, ils volent ça. Et vous connaissez tant d'exemples, les médicaments contre, par exemple, le Covid-19, ou la Covid, parce que les deux se disent, hein, le pour le microbe et là pour la maladie. Il y a un médicament qui a été découvert ici, que nous avons négligé, nous avons même laissé mourir le pharmacien qui a découvert ça, et ça nous revient sous forme de médicaments fabriqués en Europe là, et on nous le vend à un prix parfois exagéré. Bon, donc ça c'était disons, le premier conseil. Faites-vous protéger par le dépôt d'un brevet et faites attention quand vous êtes dans le média international pour ne pas vous laisser voler votre trouvaille. Deuxièmement, un autre petit conseil, les jeunes, ils sont souvent très vifs, mais ils oublient une chose. L'innovation, c'est très bien. C'est très bien. C'est même très bien. Mais faites attention, ne confondez pas l'innovation et le chambardement. Parce que le chambardement tue les institutions. J'insiste, le chambardement tue les institutions. Quand vous innovez très bien, mais il ne faut pas toucher aux bases. Les bases qui sont là, que les autres ont posées. Parce qu'en leur temps aussi, ceux qui ont posé ces bases, ils étaient aussi intelligents. Ils savaient aussi innover. Donc, innover, très bien, mais attention, ne pas toucher à l'essentiel, au socle même sur lequel repose l'institution ou bien la vie en général. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Je suis un père de filles, 6 filles, un garçon. J'aime les filles, je crois aux filles. Merci. Je crois aux filles. Voilà. Merci. Madame les filles, on fait du bruit. Avant que nous passions la parole au professeur Mouindaga, il y a quelque chose que je voudrais souligner dans l'apport que le professeur Hubert a eu à nous dire. Il a donné un conseil. Pourquoi il a donné ce conseil selon vous? C'est que de base, moi je me suis dit, il a le sens du patriotisme. Donc il faut aussi qu'on parle de notre pays, que c'est une Congolaise qui a créé. Aujourd'hui on parle de Mark Zuckerberg, on nous parle de, comment il s'appelle encore, le millionnaire qui a beaucoup cartonné et tout, Bill Gates. Il faut aussi qu'on nous parle de Madame Mehdi, à l'international, parce que même dans les provinces, on nous parle de Bill Gates. Il faut aussi que dans les provinces de la France, dans les provinces aux États-Unis, qu'on parle de Madame Mehdi, parce que c'est elle qui a innové dans ce secteur. Merci beaucoup, professeur. En tant que jeune femme, jeune homme, nous allons travailler pour que aussi le nom de notre pays soit connu à l'international comme étant le lieu où se trouvent des jeunes innovateurs. Merci beaucoup. Nous accordons la parole encore au professeur Mouindaga. Merci beaucoup pour la parole. Je tiens à féliciter Madame Chivola et je vous informe que je suis votre grand-père de l'ICC. J'ai terminé en 91. J'ai fait la théologie et les sciences humaines. Mais dans ma carrière d'enseignant, j'ai aussi créé. J'ai influencé. Je donne le cours d'informatique aussi. Je n'ai pas de formation informatique. Mais j'ai publié avec un ami des livres d'informatique que nous utilisons
dans la République. Alors je me retourne en vous. On peut applaudir pour le professeur de Jean-Marie. J'ai continué avec ma théologie que j'ai étudiée, mais j'influence aussi en informatique comme vous l'avez fait. Et soyez sûrs que vous avez des grands-pères qui ont créé et influencé aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'on peut encourager le professeur du collège Saint-Raphaël? Les élèves, les collègues, est-ce qu'on peut encourager le professeur? Ils sont exceptionnels. Et s'il vous plaît, si nous nous tenons là, si Adassa arrive à convaincre toute cette salle par son art oratoire, par son éloquence, c'est parce qu'elle a été bien formée par nos profs de français, n'est-ce pas? Et si nous arrivons à bien manipuler le français, chers latinistes, c'est parce qu'il y a des professeurs chevronnés qui nous donnent de la matière. Alors pour cela, nous voulons remercier nos professeurs en les applaudissant très fort. Pour parler de problème de médicaments. Effectivement, le médicament tue. Nos médicaments pharmaceutiques tuent. Et vous allez vite comprendre, il y a un problème dans notre pays. Le problème se retrouve au niveau de la politique sanitaire. Et cette politique sanitaire corrompue. Il faut entrer des médicaments qui ne sont même pas testés dans notre compagnie de l'OCC. Vraiment, c'est un problème. Il faut faire attention avec ça. Et je remercie aussi le monsieur qui vient de dire quelque chose. Vous allez travailler cette innovation, il faut travailler ça à connivence avec notre gouvernement. C'est très capital. Le problème de médicaments, le médicament tue. Je peux vous donner un exemple facile et simple. Quand une personne souffre de la maladie de diabète, cette personne, tout le médicament que nous on vend ici, dans nos pharmacies, ce sont des médicaments, je vous assure, pérennes. Merci. Ouais. Madame Lydie, face à ça, qu'est-ce que vous dites? Alors, je suis totalement d'accord avec le docteur. Alors, pour vous donner les chiffres, ces chiffres ne viennent pas de moi, ils viennent de l'actuel ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. 80% de médicaments se trouvant ici en RDC seraient faux. Désolée de vous choquer, mais c'est vrai. Et la question posée par le professeur Hubert sur la brevetation, nous sommes bel et bien certifiés auprès du ministère de l'Industrie et aussi nous sommes en train de voir en ce moment avec le ministère de la Santé et l'OCC. Donc nous avons déjà notre brevet d'invention et de marque. Nous sommes également reconnus au journal officiel. Et pour la deuxième question concernant le chambardement, où on ne doit pas venir imposer une politique, je suis totalement d'accord avec vous. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons ces systèmes où les laborantins, les pharmaciens vérifient les médicaments dans leur laboratoire avec leurs appareils habituels. Mais vous serez aussi d'accord avec moi que notre solution va leur aider à accroître leur productivité et aussi à travailler plus facilement. Nous ne sommes pas là pour dire que nous avons cette... comment je peux dire? Non, cette exclusivité de pouvoir contrôler tous les produits pharmaceutiques en RDC. Monsieur l'a dit, il y a beaucoup d'entrées. Et si déjà il y a beaucoup d'entrées, pendant qu'il existe un ministère de la Santé et de la Santé publique,
ou encore l'OCC, à combien plus forte raison nous n'avons pas cette exclusivité à vérifier tous les produits pharmaceutiques. C'est simplement, comme on l'a dit, l'innovation et le changement de mentalité. Ce que nous voulons, c'est apporter une pierre à l'édifice. Grâce à nos recherches, nous pouvons aider le ministère, les pharmaciens à pouvoir travailler plus productivement. Et je suis totalement d'accord avec le 2 concernant la protection de la personne, la protection de ma personne, mais j'aimerais aussi vous dire qu'on n'a rien sans rien. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je suis passée sur France 24. J'ai été vue par des millions de personnes dans le monde, c'est vrai. Avant de partir en France, j'ai été reçue par la première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Et dès mon retour, j'ai eu énormément d'opportunités. Au point où, aujourd'hui, j'ai eu, je ne dois même pas vous le dire, mais j'ai eu un contrat avec la présidence sur un secteur informatique, grâce simplement au fait que j'ai été vue. Le thème est, si on peut me répéter les thèmes, changer de mentalité pour innover et devenir actrice de développement dans sa communauté. Je crois que quand on vient sur ces terres, nous avons tous un but. Et je ne suis pas le genre de personne qui me dit il est arrivé telle chose à telle personne parce qu'il a trouvé le vaccin contre la malaria, le sida ou autre. C'était sa destinée. Ce n'est pas parce que cette personne, il lui est arrivé malheur, qu'il va m'arriver malheur. Il est vrai que c'est un domaine très risqué. J'en suis pleinement consciente. Et le fait de m'être exposée au monde entier m'expose aussi à cette difficulté de pouvoir être comme tout le monde. Mais ce n'est pas parce que, comme je l'ai dit, d'autres personnes ont eu des situations malheureuses qu'il va m'arriver la même chose. Bien au contraire, moi jusqu'à présent, j'ai toujours été protégée par Dieu et j'ai toujours eu une protection divine. L'applaudit quand même. Merci. Aujourd'hui aussi, j'ai des grands frères, des aînés, tels que le coach jeune, la première dame ou encore la présidence qui me protège. Il est vrai que c'est un domaine qui est très risqué, mais on dit qui ne tente rien. Si je n'avais pas tenté, je n'allais peut-être pas être devant vous aujourd'hui. Et c'est ma destinée. Merci Madame. Merci. Vous n'avez pas passé l'heure de mon état universel. Créer son monde est... Vous avez déjà oublié. Créer son monde est... Influencer. S'il vous plaît. Mesdames, les professeurs de français sont là. Créer son monde est... Influencer. Créer son monde est... Influencer. Merci beaucoup. Alors nous prenons la dernière question auprès des élèves aussi, s'il vous plaît. On prend la question de la dame, après on prend 2 élèves. On prend pour la dame, les élèves en dernier alors. Bonjour, Bonjour. Je me présente, je suis Antosi Fou, journaliste de la radio Okapi. En fait, j'ai avec moi un reportage ici. J'ai parlé à madame qui a trouvé la formule comment détecter le médicament et tout. J'ai avec moi un reportage. Il y a une société ici à Kinshasa qui existe mais qui n'est pas connue du gouvernement, qui est la société Hansing, en fait. Hansing, une société chinoise. Et là-bas, ils fabriquent des médicaments et c'est pas connu en fait. Et ma question c'est de savoir quand vous détectez, parce que je vais sortir un peu de... voilà. Quand vous détectez de faux médicaments, qu'est-ce qui vient à la suite? Est-ce que vous donnez des informations au gouvernement
Est-ce que le gouvernement fait quelque chose pour trouver des solutions par rapport à ça? Parce que ces sociétés-là, par exemple, ils ont créé plein de médicaments et ils continuent à créer des médicaments jusqu'aujourd'hui. Et c'est une société qui est en ville et c'est tout un bâtiment qui a 3 niveaux et qui est encore en construction pour ajouter d'autres niveaux pour des fabrications de médicaments, des jus, et c'est dans des conditions inhumaines qu'ils font ça. Alors, à votre niveau, avec ce que vous avez reçu comme formule pour détecter tout ça, la suite c'est quoi? Est-ce que le gouvernement essaye de trouver des solutions ou vous vous limitez juste au fait de détecter des médicaments et vous vous arrêtez là? C'est un peu. Merci. Merci pour la question. Comme l'a dit le médecin, nous devons travailler avec l'État congolais, le ministère de la Santé, parce qu'à nous-mêmes, nous n'allons pas arriver. S'il vous plaît, je voudrais voir madame. Oui, nous n'allons pas arriver à ce niveau-là. Je m'explique. Alors, je donne, disons, un canevas sur où nous en sommes en ce moment. Donc, en ce moment, nous sommes en train de travailler avec les inspecteurs de contrôle sur comment nous pouvons établir une manière pour vérifier le produit pharmaceutique. Nous l'avons dit, ce n'est pas nous qui serons forcément sur le terrain. Il y a des inspecteurs de contrôle pharmaceutique qui sont dotés de cette capacité. Nous n'allons pas chambarder le domaine d'une personne ou encore d'une entité, mais ce que nous voulons, c'est simplement apporter une plus-value par rapport à ce domaine-là. Et dans notre système, nous avons mis en place une possibilité de pouvoir alerter l'autorité une fois que nous avons trouvé si un médicament est vrai ou pas. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait une projection, j'allais montrer comment cela se passe, le processus, etc. Mais pour dire vrai, nous n'avons pas le monopole ou encore nous n'avons pas cette exclusivité d'être sur tous les processus. Il y a un processus en amont. Le processus en amont, c'est par exemple quand les médicaments arrivent ici à Kinshasa. Notre société est composée de 5 personnes à peine. Nous n'allons peut-être pas nous multiplier en 1 million pour être sur toute l'étendue du pays. Et c'est pour cela maintenant qu'il est important d'établir un partenariat, un bon partenariat avec l'État congolais. Et comme vous le savez aussi, l'administration congolaise a ses petits caprices. Et nous sommes en ce moment en train de travailler lentement, mais sûrement, vers un système qui pourra aider en tout cas la population de pouvoir avoir des solutions de ce genre. J'en parle parce que j'étais avec le directeur général de l'ARSP qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Donc quand on parle de sous-traitance, vous voyez déjà que nous pouvons sous-traiter une entité comme le ministère de la Santé en leur offrant nos services par rapport à la vérification des produits pharmaceutiques. C'est-à-dire que nous avons la technologie, nous avons la connaissance, mais c'est eux les experts du terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Leslie. Je pense qu'on va faire une petite pause pour permettre à nos conférenciers de souffler un peu, afin qu'on reprenne juste pendant au moins 20 minutes. On a une petite surprise pour nos conférenciers. Les questions, nous allons les prendre en dernier lieu lorsque nous allons finir le panel. Nous prendrons toutes les questions et nous allons y répondre. Alors, juste avant que nous puissions continuer le panel, si l'on peut nous dire le défilé, si elles peuvent défiler maintenant, comme ça on va un peu souffler, question de reprendre après. On a vraiment amassé beaucoup de connaissances, on souffle un peu et on sourit un peu, on se détend un peu, on garde toujours notre slogan, créer et influencer. Créer et influencer. Pour une dernière fois, créer et influencer. Merci beaucoup. Le temps que nos mannequins élèves puissent s'avancer, on nous balance un petit son, question de souffler un peu avec le panélistes.